Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois mon premier invité qui est M. Robert Salois. Il est commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Il va nous parler du rapport d'appréciation de la performance du système de santé et des services sociaux. C'est important d'avoir un portrait quelquefois, puis ça va être fort intéressant de le recevoir. À l'Espresso et à l'Espresso à la Hongée, il sera question de la dépendance aux jeux vidéo. Et on a aussi notre collaborateur en début de deuxième demi, Bernard Saunier, qui vient nous présenter ses textes bruts. Tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec trois gars sur le sofa, la météo radio. Bienvenue à Folie douce. Lundi, je me suis levé, faisait tellement pas beau que même les pigeons fonçaient d'un poteau. Mardi, je me suis levé, faisait tellement chaud, le feu a pogné dans l'usine de Poncho. Mercredi, je me suis levé, faisait tellement fret que même en avoir 1000, c'était pas assez couverte. Jeudi, je me suis levé, c'était tellement humide, tout le monde a frisé, permanente, splendide. Vendredi, je me suis levé, il battait tellement, pas moyen de prendre une marche en se ramasser, c'est le camp. Il fait jamais assez beau pour sortir dehors, pis quand ça a du bon sang, ben tout le monde chiale encore. Fait qu'en fin de semaine, on prend un break, pis on jase à sport. Pour se rendre à nos chars. Mercredi, je vais me lever, on va tellement de brouillard. Pour pas perdre nos enfants, faut les suivre au radar. Jeudi, je vais me lever, on va tellement de verglas que rien que d'une poussée, tu vas te rendre au centre d'achat. Vendredi, je vais me lever, ça a l'air qu'il annonce beau, mais ça a le temps de changer, j'aime mieux rien planifier. Fait jamais assez beau pour sortir dehors, pis quand ça a du bon sens, ben tout le monde chiale encore. Fait qu'en fin de semaine, on prend un break, pis on jase de char. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité qui est M. Robert Salois. Bonjour, M. Salois. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes commissaire à la santé et au bien-être du Québec. On va parler aujourd'hui ensemble d'un rapport que vous avez publié. C'est un rapport d'appréciation de la performance du système de santé et des services sociaux. Un rapport récent qui est daté de 2012. Parlez-nous donc d'abord de votre rôle. Qu'est-ce que ça fait un commissaire à la santé et au bien-être donc au Québec? C'est un organisme qui a été créé en 2005 par une loi du Parlement du Québec et qui donne au commissaire le mandat d'évaluer la performance du système de santé et puis de pouvoir faire des recommandations aux décideurs pour améliorer la performance du système de santé. Ce qui est particulier du commissaire aussi, c'est que dans la loi, on a dit que le commissaire travaillait avec des citoyens. Donc, on a un forum de citoyens composé de 27 citoyens, un par chacune des régions du Québec, pardon.
et aussi 9 autres citoyens qui sont des experts, et ils nous aident à faire l'évaluation de la performance. Donc, c'est une première d'avoir des citoyens impliqués dans la performance du système de santé. Est-ce que ce sont les mêmes... en fait, c'est la première édition à laquelle on assiste du rapport, ou si ça a eu lieu déjà? En fait, il y a eu quelques rapports avant ça. Il y a eu un premier rapport en 2009 sur la première ligne. On sait que l'accessibilité aux médecins de famille est difficile. Donc on a fait un rapport sur la médecin de famille en 2009. 2010, on a fait maladie chronique. On sait que maladie chronique représente 60% des dépenses des systèmes de santé. Ouais. Ensuite, on a fait périnatalité petite enfance, donc les jeunes et la famille. On a suivi ça avec santé mentale. On travaille actuellement sur un rapport qui devrait être déposé dans quelques mois, je dirais 2 mois, sur les médicaments. Donc, l'enjeu médicaments qui coûte quand même 5 milliards dans le système de santé. Ouais. On s'est aperçu que c'était important en santé mentale. Et le prochain rapport qu'on va faire après le médicament, ça va être le vieillissement. Donc, l'enjeu médicament est encore présent. Et un rapport qui devrait sortir, plutôt un avis qui devrait sortir en février, c'est sur le programme de procréation assistée. Donc, il y a beaucoup d'enjeux d'éthique. Donc, nous, on fait beaucoup d'analyses aussi, pas seulement sur la performance, mais aussi ces enjeux d'éthique. Il y en a beaucoup de présence en santé mentale, en vieillissement et en procréation assistée. C'est un mandat assez large, donc, oui, et aussi beaucoup de pouvoir. Donc, le législateur a permis au commissaire d'être indépendant. Donc, c'est nous qui choisissons nos thèmes. Quand on dépose, par exemple, un rapport au ministre, le ministre a 30 jours pour le déposer. Il doit le déposer ensuite à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, on a créé des obligations aux décideurs politiques, puis on a donné un mandat au commissaire d'avoir une indépendance. C'est un peu comme un vérificateur général, mais en santé, dans la performance. Mais il y a sûrement des sons de cloche qui arrivent du gouvernement. On dit, par exemple, justement, la santé nous coûte cher, ou la santé mentale, par exemple. Je donne un exemple, mais il y a sûrement des enjeux qu'eux aimeraient que vous... Oui, c'est possible pour le ministre de la Santé ou le gouvernement de donner des mandats au commissaire. D'ailleurs, un des premiers mandats qu'on a eu, c'est dans la politique de périnatalité, on voulait permettre l'accessibilité au dépistage de la trisomie 21. Donc, c'est nous qui avons eu le mandat de faire les analyses des enjeux éthiques, de mettre en place un programme de cette situation-là. On a aussi fait un travail sur les droits et responsabilités en santé, donc on sait que c'est important. Et aussi un avis qu'on vient d'avoir dernièrement sur la procréation assistée. Donc, c'est possible de recevoir des mandats du gouvernement ou du ministre. Et aussi, il y a aussi d'autres travaux qu'on fait à l'intérieur d'un programme qu'on s'est donné pour évaluer la performance. D'accord. Donc, M. Sallois, parlons donc justement du rapport lui-même. Quel constat vous avez remarqué, en fait, parce qu'on parle d'un rapport là, qui est sur la performance du système de santé. Il y a sûrement des choses qui sont apparues, parce qu'on va parler aussi des grandes recommandations un peu plus tard dans l'entretien. Mais d'abord, on va commencer par ce qui est positif. Oui. On va parler des choses, des acquis importants. On a quand même à noter qu'il y a des milliers d'intervenants qui travaillent dans le système de santé, qui sont dédiés, sont réellement passionnés. On a aussi 420 organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale. C'est quand même assez impressionnant. C'est pas rien, oui. On a nouvellement aussi des pères aidants. On en a 90, donc des patients qui ont vécu une expérience qui deviennent maintenant partie des équipes pour aider les soignants. Ouais. Et il y a beaucoup plus de services qui sont rendus dans la communauté. On a aussi un meilleur encadrement dans le secteur de la santé mentale. Donc, il y a des choses positives qui sont arrivées dans le système de santé. Et nous le privilège qu'on a aussi, c'est qu'on n'évalue pas seulement ce qui va mal, on peut aussi évaluer ce qui va bien. Mais malheureusement, on a trouvé des constats quand même assez importants dans le système sur le système de santé par rapport à la santé mentale. La première chose, c'est la présence de la stigmatisation, qui est un facteur important. Ça, c'est toujours très présent. Là. C'est présent et ça nuit beaucoup à la guérison des personnes qui sont atteintes de santé mentale. Et aussi, c'est présent même dans le système de santé à travers le monde. Il y a beaucoup de recherches sur ça. Donc, c'est pas différent dans le système de santé que dans la société. Il y a des lacunes importantes pour les services qui sont offerts aux jeunes. On travaille en silo dans le domaine de la santé mentale comme dans d'autres. Il n'y a pas beaucoup d'interdisciplinarité. On a trouvé aussi que les médecins de famille qui voient 70% des problèmes de santé mentale particulièrement mineurs,
Ils sont réellement isolés. Ils n'ont pas d'endroit où référer leurs patients, autre que la médication. Donc, pour nous, c'est un problème majeur que le médecin de première ligne ne soit pas capable d'avoir une équipe autour ou des alternatives pour supporter ses patients ou aider les traitements. Donc, ce qu'on nous dit souvent, il y a des gens qui nous rapportaient ça, que souvent le médecin de famille, le premier qui voit la personne, souvent qui est en crise, a comme pas d'autre issue que souvent de donner une médication. Donc, c'est assez vrai, là, finalement. C'est un des constats aussi que la médication est utilisée beaucoup. Donc, on calme les symptômes, mais on ne guérit pas. Et c'est pour ça que, d'aller voir tout à fait dans les recommandations tout à l'heure, on a dit, il faut dépasser l'utilisation des médicaments en santé mentale. Il faut permettre aux personnes de pouvoir guérir plus au-delà de ces symptômes, de pouvoir guérir pour être capable de trouver de l'emploi, de trouver une vie normale et aussi pour la famille. Et on a réalisé aussi qu'il y avait un impact important au niveau de la famille et des proches. Donc, pour nous, ça a été des constats qui sont venus de presque 300 personnes qu'on a consultées, des familles, des proches, des professionnels, des personnes qui travaillent dans le système de santé. Donc, on a eu une grande consultation dans nos travaux, mais on a pu, de cette façon-là, faire des constats et aussi se faire aider beaucoup sur les recommandations qu'on a fait. Est-ce qu'il y avait d'autres constats plus négatifs? Dans le fond, je vous ai interrompu un peu là, quand vous parliez de médecins de première ligne, médecins généralistes. Hein? On a aussi vu qu'il n'y a pas d'appui suffisant pour l'intégration au travail et aux études avec les patients qui sont atteints de troubles mentaux. On l'a mentionné tout à l'heure, il y a une utilisation très grande de la médication et peu de la psychothérapie. Puis, ce qui nous importe beaucoup, nous, là, au commissaire, c'est comme on mesure, on a besoin d'une unité de mesure d'indicateurs. Dans le domaine de la santé mentale, il y a peu d'indicateurs pour mesurer. Quand on mesure quelque chose, on mesure des volumes ou des quantités, mais pas beaucoup d'indicateurs qui mesurent des résultats. Donc, c'est une problématique qui n'est pas seulement présente au Québec, présente au Canada, en particulier au Québec aussi. Le fait qu'on n'ait pas d'indicateurs pour mesurer les résultats de nos actions. Donc, si on veut savoir si on fait bien les choses, c'est pas de savoir si on a fait 20 visites, c'est de savoir si ça a donné des résultats. C'est ça qui est dur à poursuivre, justement, à suivre là, sur le long terme. Vos participants, vous parliez de 300 personnes. Comment vous avez procédé est-ce que c'était des questionnaires, des rencontres? On a sur invitation, on a lancé une invitation. Il y a eu, je vous dirais, peut-être une vingtaine de groupes, même peut-être 30 de groupes de communautaires. On a eu les associations de psychiatres, de psychologues, des personnes du domaine du réseau. On a eu 25 familles, je pense, aussi des personnes qui vivaient avec des problèmes de santé mentale pour nous faire comprendre leur réalité pour qu'on puisse faire des recommandations qui vont réellement les aider. Donc, c'est un rapport vraiment qui se base aussi sur des données qualitatives, beaucoup plus que quantitatives. C'est intéressant, le côté humain puis le côté, les vraies histoires. En fait, ce qui est intéressant, ce que vous soulignez ça, c'est que nous, on a la prétention qu'on ne peut pas faire des recommandations à un ministre à partir des données. Ça prend plus que ça. Pour faire des recommandations, ça prend des chiffres, mais ça prend d'autres choses qui accompagnent les chiffres. Et c'est ça qui met en valeur la façon dont on travaille. On fait en sorte qu'on a différentes personnes qui viennent nous soutenir pour qu'on donne un sens aux chiffres où on raconte une histoire autre que juste mesurer. Oui. M. Salois, on disait tout à l'heure, il y a 5, j'appellerais grandes recommandations. Je vous les appelez grandes, mais 5 recommandations principales. Quelles sont-elles, justement, suite au constat que vous avez remarqué? La première qu'on a fait, c'est la stigmatisation. C'est un problème majeur à l'intérieur de la société. C'est un embûche aussi à la guérison et autour du travail. Et nous, on a insisté, pas des grandes campagnes, on a insisté que dans le système de santé lui-même, où les patients, c'est leur première rencontre quand tu souffres d'un problème de santé mentale, c'est de ne pas te retrouver la stigmatisation dans le système. Ouais. Donc, c'est la première recommandation qu'on a fait au ministre. La deuxième qu'on a fait, c'est une recommandation sur la promotion et la prévention. On a fait ça à chaque fois parce qu'un système de santé qui est performant, il doit avoir de la prévention puis de la promotion. Et en santé mentale, c'est important. Et on a insisté sur les jeunes. On dit qu'ils sont au premier stage de leur vie. Ça peut les marquer pour toujours. Donc, on devrait faire en sorte de faire de la prévention et essayer de les rejoindre où ils sont et leur parler de prévention. Vous savez, il y a seulement que 40% de la population qui a un problème de santé mentale qui consulte. Et chez les jeunes, c'est seulement que 25%. Oh. Donc, c'est majeur. Donc, il faut faire les façons pour essayer de les rencontrer. La troisième recommandation, c'est plus sur la première ligne de soins. Donc, on a suggéré des guichets d'accès. On a parlé d'augmenter le nombre de psychiatres répondants. Donc, quand je vous parlais de supporter un médecin de famille, donc avoir un psychiatre qui est en stand-by, si je peux utiliser l'expression, dans laquelle on peut demander des conseils sur la médication,
Donc, des psychiatres répondants qui supportent les médecins de famille. Pourrait aider plusieurs, un psychiatre pourrait peut-être aider plusieurs médecins. Il peut y avoir même une centaine de médecins de première ligne, mais qui est toujours en stand-by. Tu as besoin de questions, il est là pour te supporter. Ouais. On a parlé aussi dans cette recommandation-là de développer des stratégies novatrices pour les jeunes. On s'est répété encore, mais là, c'était plus loin que la prévention, c'était pour les supporter. Et puis, on a dit qu'il fallait rehausser le financement des organismes communautaires. Puis il y a réellement une méconnaissance des médecins de la capacité de soutenir les personnes atteintes de santé mentale des groupes communautaires. Et beaucoup le disent, les groupes communautaires, beaucoup le disent, on l'entend souvent, comme quoi ils font un travail inouï avec le peu de moyens, puis c'est vrai, puis je pense que c'est bien de le rementionner parce qu'on ne dira pas assez souvent, je pense qu'il faut vraiment s'y attarder. Il y a des gens de qualité dans le milieu communautaire qui peuvent très bien aider le système général. Ils sont réellement passionnés aussi à Exactement. aider, défendre des droits, etc. La quatrième recommandation a été plus populaire, c'est celle de permettre l'accès gratuit à la psychothérapie. Ah oui, c'est ça. Donc, c'était elle qui a fait ça. Le ministre, d'ailleurs, a donné des mandats pour qu'on lui fasse une proposition sur comment on pourrait mettre ça en place, qu'on rende la psychothérapie accessible à tout le monde. Ça diminuerait le montant de médication. Et la cinquième recommandation qu'on a faite, c'est surtout pour les patients qui sont atteints de problèmes de santé mentale graves, c'est de mettre en place des équipes pour les soutenir, de donner un soutien aux études et à l'emploi et de favoriser à plusieurs égards le plus de nombre de logements autonomes. Et finalement, la dernière, c'était de consolider les indicateurs de mesure. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Il faut absolument avoir des façons de mesurer qu'est-ce qu'on fait pour voir si on le fait bien, puis de corriger le tir si besoin est. Dans votre situation, vous n'allez peut-être pas pouvoir commenter, mais pensez-vous qu'il y aura des suites intéressantes à vos recommandations? En général, est-ce que le ministre ou le ministère va prendre vraiment connaissance et va essayer de mettre en application certaines recommandations? C'est la première étape. On a évalué la performance, on fait des recommandations, mais le ministère est déjà en train de planifier son plan stratégique de 5 ans santé mentale. Okay. Et je pense que le rapport du commissaire va être un outil pas mal important pour le ministère de mettre sa nouvelle politique. Et je ne serais pas surpris qu'on retrouve plusieurs de ces recommandations dans le plan d'action du ministère. Ça serait des très bonnes nouvelles. C'est un plan qui est prévu pour quand, normalement? Il est en attente. Là. Je sais qu'on travaille très fort dessus, donc j'ai pas réellement d'idée quand est-ce qu'il va sortir, mais je sais que c'est quand même assez imminent. Parce qu'il y a eu un plan 2005-2010. Là, c'est comme un nouveau plan, dans le fond, qui va être mis au goût du jour, en fait. Exactement, c'est un nouveau plan d'action. Oui. En terminant, M. Salois, j'aimerais ça qu'on mentionne peut-être les coordonnées, justement, pour consulter le rapport. Les gens qui voudraient, je pense qu'il est accessible. Il y a un nouveau site, je crois. Oui, tout à fait nouveau. Si on le met plus accessible, c'est un petit peu trop difficile à se retrouver. Donc, c'est www.csbe.gouv.qc.ca. Et je pense que les gens vont aimer la façon dont on l'a présenté. C'est très aéré, très facile à voir, beaucoup d'images et c'est facile de s'orienter. Il y a un bel atlas aussi pour ceux qui sont intéressés de se promener à travers le Québec puis mesurer des informations sur toutes sortes de domaines, le nombre de médecins, santé mentale et autres choses. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. C'est un bel endroit. Je vais répéter l'adresse de www.csbe, qui veut dire... Commissaire santé bien-être. .gouv.qc.ca. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était fort instructif et en espérant que ce rapport trouve écho justement auprès des décideurs. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Effacer les repères façonnés par nos corps, brûler les étapes une à une sans remords. Je ne décide plus rien de moi. Empli par la beauté de tes mains sur moi. Pourquoi mes instincts n'empruntent jamais de chemin droit? Je ne maîtrise plus rien de moi. Et si ma vie était entièrement vouée à la romance, les détours de mes amours dans le vide, toujours
branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous, voici rendus donc au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, la dépendance aux jeux vidéo. Oui, la dépendance aux jeux vidéo. On sait Il y a beaucoup de dépendance. qu'il y a beaucoup de dépendants. Ben, on sait que... Et malheureusement, on ne peut pas nous voir en vidéo, en forme de personnage de jeu vidéo, faire cette chronique-là. Oui. Ben, j'en ai déjà parlé. Il y a la dépendance à Facebook, il y a la dépendance à toutes sortes de choses qu'on peut saisir sur le web. Et cette semaine, je vous parle de la dépendance aux jeux vidéo qui touche beaucoup, évidemment, les adolescents. Ouais. Et je vais vous lire quelques passages. Il faut souligner, c'est très souvent garçon. Oui, souvent les garçons, oui. Et je vais vous lire quelques passages d'un article qui a été écrit par Mme Jeanne Dompierre, qui est rédactrice au Canal Vie. Alors, elle nous disait que plusieurs parents constatent la passion presque obsessionnelle de leur progéniture pour leur console de jeu. S'agit-il vraiment d'un sain passe-temps? Les jeux vidéo sont-ils dangereux? Risquent-ils de transformer les enfants en joueurs compulsifs? De nos jours, une majorité de spécialistes de la santé mentale s'entendent sur le fait que les jeux vidéo peuvent bel et bien être à l'origine d'une certaine forme de dépendance. Toutefois, rares sont les joueurs qui sont accros et il ne sert à rien de diaboliser tous les jeux en bloc. On estime que moins de 5% des utilisateurs de jeux vidéo ont un problème et les cas de dépendance chez les enfants de moins de 12 ans sont très rares. Elle nous dit qu'en tant que parent, il demeure toutefois important d'être vigilant. En effet, les jeux vidéo peuvent procurer une certaine excitation aux joueurs et ils sont réputés être à l'origine de la libération de neurotransmetteurs associés à l'euphorie, c'est-à-dire la dopamine et l'endorphine. Leur effet pour certains utilisateurs pourrait donc s'apparenter à l'effet d'une drogue. Donc, oui, il y a certains bons côtés, mais on peut devenir accro. Il y a certains jeux que moi, je ne connais pas parce que je ne suis pas un adepte de ça, je n'ai pas d'enfant non plus, mais certains jeux comme World of Warcraft... Ça, moi, je ne suis pas un très grand joueur, mais c'est probablement un des jeux les plus célèbres. C'est pas le jeu le plus célèbre. On nous parle aussi dans l'article du jeu Second Life. Oui, ça, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Il y a aussi le jeu EverQuest. Ça, je ne le connais pas. OK. Alors, ça, ce sont 3 jeux vidéo qui se jouent en réseau sur Internet et qui sont très populaires parmi les adolescents et les jeunes adultes. Et ce serait, d'après Mme Dompierre, parmi les plus dangereux. Elle nous dit que ces jeux mettent en scène un monde virtuel qui peut parfois présenter plus d'attrait pour le joueur que le monde réel dans lequel il évolue. Un adolescent qui n'a pas beaucoup d'amis, mais dont l'avatar, c'est-à-dire le personnage... qu'il joue, est un véritable héros dans le monde virtuel pour en arriver à se détourner de plus en plus de la réalité moins gratifiante que le jeu. Oui, probablement beaucoup Second Life. Parce que Second Life te donne l'opportunité de changer de peau. Ouais. Parce que les autres jeux, c'est un jeu de rôle, des tues du monde. Un jeu de rôle, tu changes de peau aussi, non? Oui, mais c'est plus ça. Tu peux changer de personnalité complètement. Tu te glorifie, tu te donnes une personnalité plus intéressante que la tienne. Là. Oui, alors Mme Dompierre continue en disant que, par ailleurs, ces jeux sont en quelque sorte conçus de façon à encourager l'utilisation abusive. Les joueurs ne veulent en aucun cas laisser leur avatar à lui-même pendant plusieurs jours. Les risques d'utilisation compulsive sont donc accrus avec ce type de jeu. J'imagine que quand tu cesses de jouer pendant plusieurs jours, ton avatar, il peut lui arriver des choses. Quoi. Je suis pas très familier. Je sais pas, parce qu'il me semble, surtout pour Second Life, ta personnalité que tu choisis, je pense, t'appartient aussi. OK. Maintenant, quels sont les symptômes d'une dépendance? Comment fait-on la différence entre une saine utilisation de jeux vidéo et un comportement compulsif, c'est-à-dire une dépendance? Alors, voici quelques indices qui pourraient être des symptômes que votre enfant est accro aux jeux vidéo. Est-ce que ça donne le nombre d'heures que tu joues? Oui, elle va nous en parler un peu plus loin. Bien, tout d'abord, elle nous dit que si l'adolescent joue tous les jours, souvent pendant plusieurs heures, ou s'il ne parvient pas à diminuer le temps passé à jouer, ou s'il est irritable lorsque vous lui interdisez de jouer et qu'il n'a pas accès à son jeu, ou encore s'il choisit les jeux vidéo au détriment des activités sociales ou sportives et même de ses études. C'est-à-dire, est-ce qu'il néglige ses devoirs ou est-ce qu'il fait même l'école buissonnière? Ou encore s'il lui arrive de manquer des repas pour jouer ou s'il tente de dissimuler le temps passé à jouer aux jeux vidéo.
Elle nous dit, si vous constatez que votre enfant présente plusieurs de ces symptômes, il est possible qu'il soit victime d'une forme de dépendance aux jeux vidéo. Si c'est le cas, il faut que vous preniez les mesures nécessaires pour l'aider, car les conséquences peuvent être sérieuses. Que faire maintenant? Elle nous dit, si vous croyez que votre jeune est sur une pente dangereuse, vous pouvez l'aider à rentrer dans le droit chemin. Il vaut mieux ne pas attendre avant d'agir. C'est-à-dire que plus l'enfant est jeune, plus il sera réceptif à votre soutien. En premier lieu, il est important que vous démontriez un intérêt envers l'univers des jeux vidéo. Parce que si vous tentez d'aider votre enfant sans avoir la moindre idée de l'objet de sa passion, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas crédible à ses yeux. Mais on va revenir. On va revenir dans l'autre bloc Expresso allongé. Merci beaucoup, Pierre. Donc, la dépendance aux jeux vidéo. Merci donc à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Bernard Saunier vient nous présenter ses textes bruts. À l'Expresso allongé, nous poursuivons sur le sujet la dépendance aux jeux vidéo. Vous entendrez en chanson « Oh mon amour » de Mel et « Le jour se lève » de Marc Dupré. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir qu'on reçoit Bernard Saunier, notre collaborateur et ami et participant. Ami, oui. C'est ami. Participant, avec toujours. Le temps. Ben oui, avec le temps, on tisse des liens, on s'attache. mais c'est intéressant. Laissez-moi me sauver, par exemple, parce que des fois, je suis farouche. Ah ouais. Aujourd'hui, bien sûr, tu as une tradition de nous amener des textes toujours appréciés. D'ailleurs, est-ce qu'à l'occasion, tu as des commentaires à part nous, à part nos commentaires? Est-ce que ça arrive que des gens te donnent des commentaires? J'ai des commentaires sur mon blog. Ouais. C'est intéressant d'avoir du feedback. Les gens me commentent beaucoup sur... En fait, mon blog, je le présente sur Facebook. Puis les commentaires, souvent, les gens sur Facebook, c'est simple, tu as juste à faire un clic. Quand il l'aime, ben, il indique qu'il l'aime. C'est ça, c'est une bonne façon. C'est une bonne façon. Puis en même temps, en le présentant sur Facebook, je vois un peu l'achalandage, tu sais, d'une fois à l'autre. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a plus, qu'est-ce qu'il y a moins plus. Il y en a qui ils prennent pas le temps. Je sais qu'il y a des gens qui prennent le temps, comme une journée cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis présenté, Bernard Saunier. Ah, il dit Monsieur de Goulag. Je le connaissais pas. Ah ouais, OK. Fait qu'il connaissait de là. J'ai dit, vous lisez ça, vous? Il dit oui. Ouais, c'est bon. C'est drôle de voir des gens. C'est ça, des fois, ça fait une drôle de dynamique. Ouais, parce qu'on a toujours l'impression que
c'est un peu comme la radio, dans le fond, tu sais. On parle à des gens, il y a des ondes qui s'en vont, on sait pas qui nous écoute tout à fait. On peut pas savoir chaque personne, on peut avoir une idée, mais c'est un peu la même chose quand t'écris, t'as des statistiques, mais si tu rencontres pas une vraie personne, c'est dur d'avoir des feedbacks. Ben, j'imagine que, tu sais, moi, mon rêve, c'est toujours de publier un livre. Quoi, j'en ai sur H, qui sont disponibles, mais une vraie publication professionnelle. Ben, c'est professionnel sur H, mais j'aimerais avoir un beau bouquin. Ouais. Un recueil ou quelque chose. Quelque chose. Puis je pense que c'est un peu la même chose. T'envoies un livre dans tu sais pas, tu peux savoir s'il y a des ventes, puis là tu te dis, il y a tant de personnes qui l'ont acheté, fait que c'est déjà un indicateur comme quoi il y a un intérêt. Là, mais il y a quelqu'un qui parlait de succès d'estime aussi. Des fois, faut pas nier ça. J'écoutais une émission, le gars disait, je pense que c'est Maxime Olivier Moutier qui parlait, il racontait que les textes sur Internet, c'est pas moins valable que ce qui est édité en livre, c'est que c'est pas le même format, c'est pas la même façon. Mais ça a de la valeur aussi. Selon lui, ça avait de la valeur. Ça a démocratisé, en tout cas. Ça a permis aux gens de se faire publier. T'sais, si tu n'avais pas Internet, tu pourrais probablement pas faire connaître ce que tu écris. C'est ça. Puis il y a toujours l'idée que quand c'est pas des 1000 lecteurs, mais le fait d'en avoir au moins un, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Là. Exactement. Puis c'est plus qu'un mythe. Tu sais, on dit souvent si ça peut aider quelqu'un, mais ça peut sûrement aider quelqu'un ou ça peut lui donner le goût peut-être d'écrire puis justement de passer ses angoisses dans l'écriture. C'est déjà un plus. Là. Donc, c'est des textes c'est des textes crus que tu nous amènes. C'est des textes crus. Pour ceux qui s'intéressent à l'art cru et à l'art cuit, il y a un livre de M. Henri Barras, le regretté M. Henri Barras, qui a écrit un livre qui s'appelle « De l'art cru à l'art cuit ». Ou l'inverse. Qui explique un peu ce que c'est pour lui, cette forme d'art. C'est un peu ça, l'idée, c'est qu'un premier jet que tu écris régulièrement, presque à chaque jour, tu dates les choses, les écrits que tu fais, mélange de fiction, de réalité de ta vie. Ça peut ressembler à un journal aussi. C'est pas... je vais le travailler, mais... Je vais le sentir quand ça va être le temps de le travailler. Mais ce qui fait son charme, je dirais, c'est à la fois ta lecture et ton écriture, parce que ton écriture, c'est un peu en rafale, mais en même temps, la façon que tu le lis, la façon avec le rythme que tu donnes, puis ton thème de voix, fait que c'est un tout. Tu sais, tu peux pas. À mon avis, tu peux. Non, mais t'as une sorte de rendu comme ça. J'ai un produit qui est lié avec ça. Si on parle de marketing, je trouve qu'il y a comme une identité ou une originalité à ton. Moi, je le vois comme ça. Je pense que c'est intéressant. Fait que tu nous as amené aussi une musique pour nous. Oui, c'est les frères Danny Orr, 2 O, 1 R, 1 E. Puis Sagev Orr, S-A-G-E, 2 E, V, Orr, O-O-R-E au piano. Musique instrumentale qui vient. On va faire jouer en même temps. Ça s'appelle Radical Sickle. Oui, on écoute ça en même temps que de ta lecture, donc Bernard. Oui, OK. Le 6 du 2e mois 2013. Je pense à la froide rencontre d'hier du travail administratif avec très peu d'humanité. Je m'amuse avec mon iPad et je lis un roman sur l'internement en France. Il y a longtemps. Je télécharge une application. Je sais pas trop quoi écrire. Ce matin, je pense à la cassette que le poète m'a prêtée. Il y délire seul et sous. Souvenir de ces petits cigares sud-américains difformes. Je pense aux voisins d'en bas, des Asiatiques, des Chinois, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour quitter leur pays? Je regarde une vidéo sur les troubles anxieux. Cette nuit, je pensais à mes échecs scolaires. C'est pas faute d'avoir essayé. Le 7 du 2e mois 2013. Et rêvé que j'achetais un recueil de bandes dessinées. Je pense à ma collection que j'ai vendue. Je suis fatigué, je dors pas toute la nuit. Je pense aux gens qui se moquent de moi. Je passe le temps avec ma tablette électronique, me suis fait un café. Souvenir d'usine, odeur d'huile, de compound. Le Canadien a perdu, c'est le soir.
J'ai mis une CD de Gordon Lightfoot. Ça me donne l'envie de pleurer. Ces chansons de café. Je recharge le iPad. J'ai une vie insignifiante. J'aimerais bien raconter mon rétablissement pour Lumière en fête. Le désir d'être écrivain est-il assez fort pour survivre à la platitude, à l'ennui, à la misère? Le 8 du 2e mois 2013. Aujourd'hui, il neige. À la radio Cabrel. Je cherche ce que je peux écrire. Ce matin, je me suis recouché pour me lever 2 heures plus tard. Le lit est fait. Je vais me faire un autre café. Je lis un roman pas très récent, mais excellent. Le téléphone sonne. On veut me vendre de l'assurance. J'ai répondu que ça allait bien, que je n'ai pas besoin d'assurance. Je crois que je vais répondre à une interview bientôt. On vient de m'envoyer de l'excellente musique, un mélange de hip-hop et de rap. Je pense aussi à la cassette du poète et à mes lectures. Je baigne dans la culture. Un mélange de Tom Waits et Miles Davis. Dehors, il y a une tempête de neige. Le 20 février, je vais faire une autre présentation sur le rétablissement. Je vais avoir plus de détails bientôt. Ce soir, c'est John Denver et son Rocky Mountain High. Dans l'enfance, on apprend l'ennui. Les longues heures qui passent en compagnie, après on meuble avec ce qu'on peut. Le sport, le cinéma, la lecture d'alcool, la musique. Le 9 du 2e mois 2013. Ce matin, je croyais qu'on m'avait volé de l'argent, mais je l'ai vite retrouvé. De retour du cinéma, un drame psychiatrique assez nul. Je suis revenu parce que ce soir, je veux regarder le match de hockey. J'ai pas écrit ma page aujourd'hui. Et j'écris surtout pas à propos d'elle. Elle n'aime pas ça ce soir après le hockey. Je vais écrire mon blog pour l'instant. Je fais bouillir de l'eau pour un café. Le 10 du 2e mois 2013. De retour d'une longue marche dans les beaux quartiers. Comme toujours, je suis assis à ma table. L'artiste dessinait des motifs amérindiens en disant que l'écriture, ça le rendait dépressif. Une dépression à Outremont, c'est différent que dans le centre-sud. Je pense à ce gars que j'ai croisé. Il m'a appelé Keka. S'il savait tout ce que j'écris pour me libérer. Dimanche ensoleillé, je joue avec mes bébelles de geek. Je suis fatigué. J'ai un peu mal à la tête. Je me couche puis je pas. J'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui. Le crayon écrit mieux. Le papier est meilleur. Il n'y a qu'un solitaire qui écrit. Seul à naviguer sur Internet et croyant faire de la littérature. J'écoute la musique du film La dernière tentation du Christ. C'est grave et respectueux. J'écoute Bill Frisell, de la musique extraordinaire. Vous savez où je vais? Moi pas. J'ai l'idée que je vais avoir encore de la difficulté à renouveler l'ordonnance de médicaments. Ce soir, j'ai abandonné la télé et je vais me coucher tôt. J'y arrive pas et j'ai la bouche sèche. J'ai passé l'avant-midi entre le lit et le sofa. J'ai eu des nouvelles du bal des Lumières. Je dois me louer un smoking. Les gens de Bell doivent me contacter pour tourner l'interview. Je vais parler devant des représentants d'organismes communautaires en santé mentale et manger une orange. Et je glande chez moi, je sortirai demain. Sortir dehors au conditionnel, j'ai pas envie, je me fouille dans le nez comme mon père le faisait. Je m'amuse avec mon iPad, fais des copier-coller. La feuille du cahier est remplie de gras. Tu voulais être un artiste, voilà, t'en es un qui chique la guenille et en fait un peu. J'espère toujours trouver un trésor dans les bacs à recyclage. Les lofts, les lieux collectifs sont souvent tenus par des bipolaires en période de high. Je suis plus capable. Entre les mots de passe, les numéros d'identification, les adresses électroniques, je me perds. Ça ressemble à ça. Intéressant. Toujours, bien sûr, de
des textes donc crus, comme tu C'est disais. ça, toujours qui sont- cru, toujours le premier jet. Exactement. Jamais, je sais pas. C'est très, C'est ma façon de faire. Oui, absolument. Comme on disait tout à l'heure, c'est assez unique comme genre. On trouve ça intéressant. Puis ça change aussi à la radio de pouvoir écouter, de se laisser un peu bercer, d'essayer d'imaginer justement les scènes que tu racontes. Puis il y en a vraiment pour de tous les styles. En fait, tu passes vraiment par plusieurs émotions, plusieurs choses que tu peux vivre dans une semaine, dans un mois, etc. Juste en terminant, Bernard, si tu peux mentionner les coordonnées pour te lire sur Il y a le Internet. blog qui est sur http://www.legoulag en un mot.blogspot.com/. Il y a H que vous allez trouver en tapant dans un moteur de recherche les éditions H. Et vous allez trouver de mes textes. H comme l'outil, là. Comme l'outil, H-A-C-H-A, oui, exactement. ouais. Puis il y a les humeurs culturelles qui sont sur le site de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Dans ce cas-là, cherchez HL, les 4 lettres. Là. Et vous allez trouver avec ta face, pour ceux qui ne te Comme connaissent on pas. dit, ma grosse face. La seule est en face qui est là, premier. je pense, c'est la C'est la tienne. mienne. C'est ça, fait que vous vous trompez pas. Alors, merci Bernard. Ça me fait plaisir. À une prochaine. Oui, OK. Bonne continuité. Bye. Bye-bye. Oh mon amour, si tu t'en vas, il y aura du monde en bas de chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde veut prendre ta place. J'en ai vu d'autres, des jours de pluie, à ma fenêtre ou dans mon lit, à me languir, à détester, à vomir sur le monde entier. Mais c'est fini aujourd'hui. Oh mon amour, si tu t'en vas, il y aura du monde en bas de chez moi. Et du sang neuf, la chair à vif, le cœur ouvert par mon canif. Des dents longues, des vautours qui attendaient leur tour. Et moi je n'ai plus peur du vide qui se dessine par ton absence insolente. Oh mon amour, oh mon amour, si tu t'en vas, il y aura du monde en bas de chez moi. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous poursuivons au micro de Folie Douce, toujours en compagnie de Ghislain Pierre, sur le sujet que tu as commencé un peu plus tôt à l'émission, Pierre, les dépendances aux jeux vidéo. Oui. Oui. En nous-mêmes, avec aucun avatar.
Alors, c'est un article, c'est quelques passages, en fait, que je vous lis d'un article écrit par Mme Dompierre, Mme Jeanne Dompierre. Elle nous dit « Sachez qu'il est inutile d'interdire les jeux vidéo à votre enfant. S'il n'y a pas accès à la maison, il ira jouer chez un ami ou dans un cybercafé. L'important, c'est tout d'abord de maintenir le contact et le dialogue avec votre enfant. Soyez ferme et exigez de lui qu'il passe certains moments bien précis, comme les repas en famille. Les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, sans autre compagnie que leur console ou leur ordinateur, sont plus à risque de développer une dépendance aux jeux vidéo. » Elle nous dit « Essayez de faire en sorte que votre enfant ait des activités en dehors de la maison. S'il s'amuse avec des amis ou s'il s'investit dans un sport ou une activité parascolaire, il n'aura peut-être plus envie de passer tout son temps devant un écran. Il est primordial qu'il ait d'autres sources de plaisir et d'excitation. » Remarquez que... Il faut aussi souligner que l'activité parascolaire, c'est pas faire des jeux vidéo. Ouais. Et c'est tellement invitant, ces jeux vidéo-là, même si je connais pas tous ces jeux-là, mais c'est difficile de résister. Et en passant, peut-être t'en parles plus loin, mais il y a beaucoup d'adultes qui jouent aux jeux vidéo. J'imagine, oui. Si j'en ai le temps, je te parlerai. C'est facile de devenir accro à ça. N'hésitez pas non plus, elle nous dit, à instaurer les règles strictes pour l'empêcher de passer trop de temps à jouer. Dans le cas où votre enfant serait récalcitrant à toute tentative de votre part de l'éloigner de ces jeux, vous devriez songer à prendre des mesures plus sévères. Si cela vous est possible, prenez des vacances loin de la maison pendant quelques jours et envoyez votre enfant en colonie de vacances. Pour certains, cela suffira à briser le cycle de l'habitude, pourvu qu'il n'y ait pas d'ordinateur là-bas. Pour d'autres, toutefois, principalement chez les adolescents plus âgés, il faudra affronter le problème des jeux vidéo de la même manière que n'importe quel problème de dépendance. Si votre enfant est récalcitrant et que sa dépendance est sévère, une psychothérapie s'avérera peut-être nécessaire. Il faut aussi dire que peut-être il y a des enfants qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais qui se sont fait des amis dans ce cercle-là. Oui, parce qu'il y a des bons côtés aux jeux vidéo. Elle nous dit, si votre enfant est un amateur de jeux vidéo, mais que son utilisation demeure raisonnable, ne leur interdisait pas de jouer. Les jeux vidéo, lorsqu'ils sont utilisés adéquatement, comportent de nombreux avantages. Il a été démontré qu'en plus d'être amusant, ce type de divertissement est favorable aux enfants sur plusieurs plans. Il leur permet de s'initier à la technologie, d'accroître leurs compétences en résolution de problèmes, de développer leur coordination et leur mémoire. Par ailleurs, les adeptes de jeux vidéo sont réputés obtenir de meilleurs résultats scolaires, notamment en mathématiques et en lecture. Et finalement, elle nous dit que le fait de maîtriser un jeu peut avoir un effet positif sur l'estime de soi de l'enfant, comme quoi il y a toujours deux côtés à une médaille. Oui, puis si les parents empêchent les enfants vont jouer à des jeux vidéo, et où est-ce qu'ils tuent leurs parents aussi? Peut-être. Mais maintenant, j'ai trouvé autre chose d'intéressant. Ça, c'est sur le site HuffPost. Écrit par M. Grégory Rosière. C'est un site de nouvelles. Il nous dit qu'à Taïwan, un homme de 18 ans est décédé après avoir joué 40 heures d'affilée au jeu vidéo Diablo 3 dans un cybercafé. Ce serait arrivé le 19 juillet 2012. Un homme nommé Shuang serait entré dans un cybercafé et aurait été trouvé endormi sur son ordinateur par un employé. Après quelques pas, le jeune homme s'est finalement effondré et ne s'est jamais réveillé. La police enquête toujours sur les causes du décès, mais s'oriente vers un accident cardiovasculaire. Ben là, ils ont dû avoir... trouver réponse à l'enquête, c'était en 2012. Peut-être qu'il y avait une déshydratation aussi. Oui, mais je me pose une question. Quand il est arrivé dans le café, il a dit je paye pour 48 heures. Il n'y a pas un qui s'est posé des questions. On dit c'est beaucoup d'heures. D'avoir un forfait. C'est pas gratuit. Là. C'est un cas extrême, mais ça a été relayé par les médias. Ouais. Là-bas à Taïwan. Et à Taïwan, toujours, en février 2012, un jeune homme de 23 ans est mort dans un cybercafé après avoir joué 24 heures sans s'arrêter. Son décès, provoqué par une crise cardiaque, n'a été remarqué que 9 heures après sa mort. Et en avril 2012, encore la même année, en Corée du Sud, une femme de 26 ans a été arrêtée pour avoir tué son bébé né dans les toilettes entre deux parties dans un cybercafé. Mais ce sont des cas extrêmement rares, mais des cas qui choquent. Des milliers de personnes jouent parfois pendant des heures à des jeux vidéo sans rencontrer de problème. La question se pose alors, peut-on mourir d'avoir trop joué à un jeu vidéo? Mais la question de savoir, est-ce que le jeune homme, pour toffer 24 heures, a pris des produits?
Oui, il y a ça aussi. Il y a une pilule, c'est que ça qui peut augmenter le rythme cardiaque. Ça, ça peut être simplement de la caféine. De la caféine, des choses comme ça. Ça peut être en grande quantité qui peuvent causer des problèmes. Tu nommais Diablo, ça m'est revenu, mais c'est un jeu qui a été très populaire. Tu sais, Diablo 3. Diablo, là, moi, je me souviens, mais en milieu de travail, il y avait des gens qui jouaient à ça, puis c'était un jeu qui, je ne sais pas si c'est encore très populaire, mais ça l'a été beaucoup. Là. On nous dit en conclusion que dans l'écrasante majorité des cas, être accro aux jeux vidéo n'entraîne pas de conséquences si dramatiques, loin de là. Une éventuelle dépendance aux jeux vidéo peut décupler d'autres facteurs, comme par exemple maladie cardiaque, épilepsie, problèmes psychiatriques, etc., mais ne peut pas vraiment être considéré comme une cause de mortalité. C'est évident que les cas que je viens de vous relater, c'est extrêmement rare. Mais point à retenir en terminant, donc il y a quand même des bons côtés. Il y a de bons côtés, mais je pense que c'est comme... Avec modération. Comme bien des choses, avec modération. Ouais. Merci beaucoup, Pierre, pour ce beau sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation. Merci. On continue en musique à l'émission Folie douce. Le jour se lève, oh, je viens cueillir la rosée sur tes lèvres. T'es comme un rêve, oh, comme le soleil sur l'hiver qui s'achève. C'est toi mon pays chaud, oh, le jour se lève. Je sens courir ta beauté sous mes doigts. T'es comme un rêve, oh, tombé du ciel quand mon cœur avait froid. Le plus grand des cadeaux. Sûr que toi et le bonheur, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Toutes les heures de ma vie, t'es comme un rêve, oh, que l'amour vient déposer dans ma nuit. T'as ouvert les rideaux. Sûr que toi et le bonheur, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer cette émission de Folie douce, encore qui a passé très, très vite, en compagnie de Ghislain Malo et de Pierre Laporte. Donc, Ghislain, on fait la nomenclature des chansons. En début d'émission, on a écouté la Météo Radio. Oui, de Trois gars sur le sofa. Oui, on a écouté aussi dans la première demi, donc on a écouté Les Détours. De Chantal Archambault. Oui. On écoutait en deuxième demi Oh, mon amour. De Mel. Et à l'instant, Le jour se lève. De Marc Dupré. Et voilà, votre choix musical. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Merci pour ta participation au micro également. Merci Pierre pour ton sujet. Donc, la dépendance aux jeux vidéo.
On va essayer de ne pas devenir dépendant. On va essayer de ne pas être trop dépendant. Merci beaucoup pour ta mise en onde également. Merci. Je remercie notre invité en début d'émission, M. Robert Salois, donc avec qui on a parlé du rapport d'appréciation de la performance du système de santé et des services sociaux. C'est intéressant qu'il y ait un rapport de genre-là. Ça va sûrement donner... en fait, des bonnes idées pour améliorer les services, entre autres de santé. On avait notre collaborateur Bernard Saunier qui nous a amené ses textes bruts aussi à l'émission. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop